Bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction. Au sommaire ce soir, nous parlerons de ces communautés religieuses rassemblées ce jeudi soir à Plaisir, notamment pour rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Et puis, ils s'inquiètent du devenir des mineurs étrangers isolés. Une nouvelle disposition du Conseil général ne convainc pas les associations solidaires. Eh bien, nous entendrons dans quelques instants Odile Joanne de Réseau Éducation sans frontières qui est avec moi en plateau. Bonsoir à vous. Bonjour. Catholiques, juifs, musulmans ensemble à Plaisir pour dénoncer la barbarie de l'attaque contre la rédaction de Charlie Hebdo. C'était à Plaisir hier soir. Les communautés religieuses qui veulent maintenant éviter les amalgames. Mélanie Poquet. Des bougies, des pancartes et toujours cette phrase devenue un symbole. Je suis Charlie. 400 Plaisirois étaient réunis hier soir en solidarité avec les victimes de la fusillade. Parmi eux, des représentants de 3 communautés religieuses. En tant que citoyen, c'est une valeur fondamentale de vivre le respect mutuel, la liberté de conscience. Nos condoléances envers toutes les familles qui sont mises à l'épreuve rudement. Avec aussi cette espérance religieuse que nous sommes faits pour la vie, nous sommes faits pour l'unité, nous sommes faits pour vivre ensemble. Et que si justement nous sommes tous différents, c'est parce que, eh bien, quelque part, pour nous croyants, quelqu'un l'a voulu, que nous soyons tous différents. Non pas pour nous battre, mais pour, au contraire, nous enrichir mutuellement. Je pense que d'abord en tant que citoyen, c'est très important, c'est pour venir dire à tout le monde que toute personne douée d'intelligence et de raison ne peut pas accepter un tel acte. C'est inacceptable. Et en tant que musulmans, nos valeurs, nos versets coraniques nous le rappellent, nous le disent clairement, sans aucune ambiguïté, que celui qui tue une âme, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Une banderole réalisée par des jeunes, des applaudissements, une minute de silence et la Marseillaise. Un moment important pour le maire qui a côtoyé 2 journalistes dessinateurs, Cabu et Wolinski. Des personnes simples, mais d'une simplicité impressionnante et avec une vraie profondeur culturelle et une vraie analyse, je dirais, culturelle. Mais en plus, une humanité incroyable, avec un regard sain. D'autres manifestations sont prévues ce week-end. Le prochain numéro de Charlie Hebdo sortira mercredi 14 janvier. Il est actuellement réalisé dans les locaux du journal Libération pour que la flamme de la liberté d'expression ne s'éteigne pas. On passe maintenant à l'entretien de ce journal. Bonjour Odile Joanne, vous êtes membre du groupe jeune de RESF sans frontières, RESF 78, pardon, Réseau Éducation sans frontières. D'abord, je voudrais une réaction sur ces événements tragiques survenus à Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo était un des soutiens les plus forts de RESF. Parmi les journalistes, oui. Pendant 4 ans, toutes les semaines, il y avait une rubrique de RESF dans le journal papier de Charlie Hebdo, qui malheureusement à l'époque était rempli toutes les semaines par une expulsion d'un jeune ou d'un père ou d'une mère ou d'une famille entière d'enfants scolarisés. Donc il y avait un vrai engagement. Il y avait un engagement aussi à travers certains livres qui ont été réalisés au profit de RSF avec des caricatures dedans des dessinateurs aujourd'hui décédés. Alors justement, il s'agit donc au bout de 3 ans de ces rubriques hebdomadaires uniquement une publication dans le livre de toutes ces rubriques, et chaque page a été bénévolement, gratuitement, au bénéfice de RSF, fait par des différents dessinateurs, dont malheureusement beaucoup ont été décédés maintenant ou même blessés, dont Sharp et beaucoup d'autres. Et ça, c'est des ouvrages qu'on peut retrouver Ils sont épuisés depuis longtemps. Ils sont épuisés depuis longtemps, mais c'était le clin d'œil, évidemment, que vous vouliez donner à cet événement. Vous êtes en plateau avec nous, on va maintenant parler de ce qui nous interpelle aujourd'hui. Le 28 novembre 2012, il y a eu la mise en place de la circulaire Valls sur la régularisation des jeunes majeurs. Alors, pour obtenir des papiers, il faut dorénavant qu'ils soient arrivés en France avant 16 ans, qu'ils vivent avec leurs parents. Or, la plupart de ces jeunes ne sont pas dans cette situation, donc ils ne peuvent pas obtenir qu'un titre de séjour étudiant. Et une fois les études terminées, ils doivent repartir, et c'est ce qui vous inquiète. Aujourd'hui, ça veut dire que la plupart des jeunes étrangers qui arrivent en France sont aujourd'hui condamnés à vivre sans papier, c'est ça ? Non, ils ne sont pas condamnés à vivre sans papier, heureusement. C'est un peu fort peut-être. Disons qu'ils ont un parcours difficile. Donc là, vous venez de parler des jeunes qui sont en famille, donc effectivement, et puis on peut aussi parler maintenant, parce que depuis 1 an, RSF a été amené à soutenir beaucoup de jeunes isolés, donc qui n'ont pas de famille en France. Ils n'ont pas de famille, oui. Alors quelle est la situation pour eux ? Alors justement, jusqu'en 2013,
leur situation en France était relativement correcte. Ils étaient accueillis comme ils devaient l'être, dans le respect des lois, et leur régularisation était faite pratiquement automatiquement dans le cadre des lois aussi. Et là, à partir de 2013, ça a changé? Depuis 2013, on est, j'allais dire, presque harcelé par les éducateurs qui sont en angoisse complète face à l'avenir des jeunes dont ils s'occupent des fois depuis 2, 3, 4 ans et qui voient disparaître effectivement dans la clandestinité. Alors, le 7 février prochain, le groupe des jeunes de RSF 78 organise justement des assises départementales à Versailles. Ce sera donc le 7 février. Ce sera l'occasion de donner la parole à ces jeunes? Absolument. C'est le principe. D'habitude, on fait des parrainages qui sont plus des cérémonies un peu officielles où on donne la parole aux élus et aux citoyens. Cette année, on a décidé de donner beaucoup plus la parole aux jeunes. Donc, il y aura une quinzaine de jeunes qui vont témoigner de leur parcours, de leur histoire et de leurs problèmes et de leurs victoires. Parce qu'une grande majorité, maintenant, sont régularisés. Il y a une particularité dans les Yvelines. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Alors, il y a 2 particularités. Il y en a une côté préfecture. À propos des jeunes isolés, les lois sont relativement correctes. Vous parliez tout à l'heure de la circulaire. La circulaire pour les jeunes isolés est plutôt positive, puisqu'elle rappelle d'abord les lois du temps de Sarkozy, ça veut dire les lois qu'on appelle la loi Besson de juin 2011, et elle arrange encore en mieux cette loi en disant il faut l'appliquer de manière bienveillante, soyez souple, soyez large d'esprit, et puis si ils ne correspondent pas à cette loi-là, donnez au moins un titre étudiant, mais de fait, c'était vraiment une bonne chose. Le problème, c'est que la spécificité du 78, la préfecture n'applique pas cette loi, Besson, donc, et donc pas non plus la circulaire. Donc là, on ne demande pas le changement, on demande l'application de ces textes. Ouais. Donc ça, c'est dramatique pour eux. Et l'autre particularité, elle vient cette fois-ci du Conseil général des Yvelines. Voilà, absolument. Alors l'autre particularité, c'est que les jeunes isolés, étant mineurs isolés, ne peuvent demander un titre de séjour qu'à leurs 18 ans. Donc le lendemain de leurs 18 ans. Et comme le jour de leurs 18 ans, la grande majorité sont à la rue, là c'est la politique du Conseil général, c'est ce qu'on appelle le serpent qui se mord la queue. Puisque on les met à la rue à 18 ans, à 18 ans plus un jour, ils ne peuvent pas être régularisés. Mais jusqu'à présent, ces jeunes isolés étaient épaulés, aidés par des associations. Maintenant, ils ne le seront plus que par une seule association. Alors, ce n'est pas exactement ça. Disons qu'avant, et toujours maintenant d'ailleurs, les jeunes qui arrivent sur le territoire, quelle que soit leur raison, leur histoire, parce qu'il y a de tout, il n'y a pas que ceux qu'on voit et qu'on connaît, les Africains qui fuient la guerre ou la misère, il y a des Égyptiens coptes, il y a des Europes de l'Est, il y en a qui viennent de tous les pays pour des raisons complètement différentes. C'est pas que fuir la misère et la guerre. Des fois, c'est un projet personnel, parce que les parents ne s'entendent pas, comme n'importe quel Français, ils quittent le domicile et ils vont ailleurs, quoi. Donc tous ces jeunes-là sont considérés dans la loi française et dans les lois internationales comme des jeunes en danger. Et donc par un jugement, donc c'est un problème vraiment de légalité, sont placés à l'aide sociale à l'enfance, enfance en danger, comme n'importe quel Français qui aurait des problèmes ou d'orphelins bien sûr, mais même qui serait victime de violences de sa famille, par exemple. Et cette ASE, donc aide sociale à l'enfance, c'est le Conseil général, financièrement, et qui dirige cette chose-là. Et le Conseil général n'a pas de foyer en tant que tel. Et donc, il confie à des associations. Dont RESF? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et il confie à des associations qui gèrent des foyers. À des associations, la sauvegarde ou autres, des associations qui ont une expérience et qui accueillent donc aussi ces jeunes Français isolés, ou enlevés à leur famille, ou protégés de leur famille. Et donc, ils ont une grande expérience d'accueillir des jeunes en danger. Et donc, dans chaque foyer, il y a 2, 3, 4, 5 étrangers parmi des dizaines de Français, avec des éducateurs expérimentés dans le travail. Et donc, à ce moment-là, nous, effectivement, on n'était pas sollicités. D'accord, mais qu'est-ce qui a changé donc, depuis ce qui a changé, c'est que, d'abord, depuis un an, les jeunes étrangers ne sont plus envoyés en foyer avec les jeunes Français, mais sont discriminés et ils sont envoyés en hôtel complètement isolés. Donc depuis un an, ils sont en hôtel. Il n'y a pas forcément un suivi social. Il n'y a sûrement pas un suivi. Il y a même un blocage quand eux veulent être scolarisés ou faire autre chose pour s'intégrer en France. Donc ça, c'était une première chose depuis un an ou 2. Et puis alors là, récemment, donc depuis le mois d'octobre, ils confient tous ces jeunes à une seule association, donc le Lien Yvelinois, qui n'a aucune expérience de l'encadrement de ces jeunes. Ce que vous avez peur, c'est que ces jeunes, évidemment, soient laissés un peu à eux-mêmes.
Alors, c'est pas qu'on a peur, parce que le lien évinois, on a, disons, des bons retours au niveau de leur travail sur leur profession, hein, ça veut dire le logement. Ça fait 6 mois qu'ils se préparent, ils ont embauché, ils ont formé. Donc, on ne va pas, avant le début de travail, dire ils vont mal le faire. Ouais. Hein. Par contre, ce qu'on regrette, c'est que la discrimination qui commençait, là, est officielle. Puisque non seulement ils vont mettre tous ceux qui s'étaient en hôtel, donc pourquoi pas, discriminés, isolés, discriminés avec le lien vinois, ça peut être aussi bien ou même mieux. Hein. Mais là, ils veulent enlever des foyers tous les jeunes étrangers uniquement parce qu'ils sont étrangers. Et ce qui s'est passé au mois de décembre, c'est que les foyers, donc il y a une 50aine de foyers, c'est pas 1 ou 2, ont reçu un courrier de l'aide sociale à l'enfance, hein, donc du Conseil général, donnant la liste des jeunes qui devaient les quitter dans la semaine. Donc sans savoir où ils allaient. C'est une méthode assez brutale. Hein. C'est plus que brutal pour les jeunes, et c'est un mépris complet pour les travailleurs sociaux qui travaillaient depuis des années à suivre ces jeunes. Donc une mobilisation de RESF pour les soutenir. Donc un appel au secours des éducateurs, qui ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont salariés et subventionnés par le Conseil général, et qui ont demandé à RESF d'être un haut-parleur. Nous, on ne fait rien dans ce travail-là. Hein, on ne fait que le haut-parleur. Vous êtes le porte-parole voilà. de la problématique. Et donc, à l'occasion de ces assises départementales qui auront lieu le 7 février, ce sera évidemment l'occasion d'entendre ces jeunes. Oui, mais enfin, disons que les assises, c'est beaucoup plus général que ça. C'est général, mais ça sera aussi une façon de se mobiliser. Absolument. Merci beaucoup, Odile Van, d'être venue sur le plateau du journal pour nous expliquer les problématiques que rencontre notamment RESF autour de ces mineurs isolés. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. On change tout à fait de sujet. À travers des tours de magie dans les hôpitaux, des bénévoles de l'association Les Magiciens du Cœur tentent de sortir les enfants malades de leur quotidien. Reportage au sein du centre hospitalier de Versailles. Au service de pédiatrie du centre hospitalier de Versailles, Denis Vauvard déambule dans les couloirs avec tout son équipement de magie et pousse la porte de chaque chambre. Tu fermes bien ta main, tu tournes ta main. Regarde, je claque dans mes doigts et là tu sens un petit picotement. Regarde. Hop. Bénévole et président de l'association Les Magiciens du Cœur, il vient ici toutes les semaines à la rencontre des enfants malades pour les sortir un peu de leur quotidien. Quand on fait de la magie, on arrive à étonner son spectateur. Et quand on l'étonne, il y a plein de résistances qui tombent et tout de suite on est sur une relation avec beaucoup moins de barrières, une relation beaucoup plus vraie. Minata commence à bien le connaître et est l'une de ses premières fans. Chaque fois que je le vois, j'aime bien ses tours, c'est drôle et puis aussi il est fort. Je pense qu'il devrait monter un spectacle et engager des gens. Curieuse, elle lui a déjà demandé ses petits secrets, mais sans succès. Il a dit qu'un magicien, ça ne révèle pas ses secrets. Ce magicien au grand cœur vient ici depuis 5-6 ans. Il est aujourd'hui reconnu par le personnel soignant de l'hôpital, parfois même complice avec eux. C'est un travail pratiquement d'équipe, quoi, et j'ai l'impression d'être intégré dans l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir, quoi. Quelques mètres plus loin, la petite Roxane fait la rencontre du magicien pour la première fois. Je la mets dans ma main. Hop. Regarde, je souffle sur ma main. Elle a disparu. Mais je me demande bien où elle est, cette fleur. Personne n'a vu la fleur ? Un peu timide au début, elle esquisse finalement quelques petits sourires. C'est très bien, parce que les journées sont parfois longues, surtout pour les petits comme ça. Donc voilà, un peu de spectacle, de magie, ça fait toujours un bon moment à passer pour ces petits. Je suis un grand magicien et je fais des coloriages. Les magiciens du cœur se rendent également dans les hôpitaux de Bullion et de Garches et dans quelques instituts médico-éducatifs. Oh, bravo! T'as pas débordé, dis donc. Et voilà des magiciens au grand cœur. Dernière partie de notre rétrospective consacrée à l'année 2014. Je vous propose maintenant de retrouver les événements qui sont survenus au mois de novembre et décembre dernier. Il sera notamment question du projet Ski Dôme gelé à Elancourt ou encore du mouvement des médecins qui a ponctué cette fin d'année. Dernière rétrospective de cette année 2014. Le plan anti-vol à main armée a été lancé de manière anticipée dans 4 départements d'Île-de-France, dans les Yvelines. Ce plan prévoit un renforcement des forces de l'ordre dans les centres commerciaux.
Les écoliers de Jean Lurçat et Elsa Triolet à Guyancourt ont un nouvel établissement scolaire. Après les vacances de la Toussaint, ils ont fait leur rentrée dans un bâtiment HQE, haute qualité environnementale. Il n'y aura pas finalement de piste de ski couverte à Elancourt. Le projet de ski dôme défendu par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a été gelé en raison d'un manque de visibilité sur le financement du projet. L'annonce a été faite début novembre. Plus de 250 élèves rassemblés pour célébrer la commémoration de l'armistice à Montigny, le Bretonneux. La ville a reçu le label décerné par l'Office national des combattants. 12 communes seulement du département bénéficient pour le centenaire de la Grande Guerre. Pour ces commémorations, Trappes de son côté a inauguré une statue de Jean Jaurès, mort assassiné en juillet 1914. L'homme politique s'était fait remarquer par son opposition à la Première Guerre mondiale. Cocorico, l'OVSQ, l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin, est partie prenante dans l'aventure spatiale avec la mission Rosetta. Le robot Philae a été déployé sur la comète Tchouri pour livrer les secrets du système solaire. En ce 21 novembre, nouvelle action des avocats. Plus de 300 d'entre eux se sont rassemblés devant la cour d'appel de Versailles pour protester contre les réformes Macron et Taubira. Une manifestation qui a eu lieu alors que le président du Conseil national des barreaux et de la conférence des bâtonniers était reçu à Matignon pour obtenir l'arbitrage de Manuel Valls. La mobilisation s'est poursuivie pendant tout le mois de décembre. Allez, un événement people, Nabila à la prison des femmes de Versailles. La starlette de télé-réalité soupçonnée d'avoir poignardé son compagnon est incarcérée depuis le 9 novembre. Le 20 novembre, elle s'était rendue devant la cour d'appel de Versailles pour demander sa remise en liberté. 30 ans que les Restos du Cœur ont démarré leur première campagne de solidarité. 30 ans, quel bilan tiré alors que les premiers repas sont servis depuis ce lundi 24 novembre. Exemple à Rambouillet où les bénévoles accueillent une centaine de familles. Les habitants du quartier Jaurès-Gare de la ville de Trappes sont inquiets. Un cabinet médical serait amené à fermer et les médecins se feraient de plus en plus rares dans le secteur. Réunis au sein du comité de quartier, des trappistes ont lancé une pétition. Le maire de Coignères lance une consultation populaire. La question posée à ses administrés, souhaitez-vous ou non un élargissement de la communauté de communes des Étangs à laquelle la ville est rattachée? Une sorte de référendum ensuite transmis au préfet de région alors que ce dernier a présenté un projet d'intercommunalité à plus de 800 000 habitants. À une très large majorité et sans surprise, les Coignériens ne veulent pas de ce redécoupage. Et puis, après les urgentistes quelques jours auparavant, ce sont les médecins généralistes et les spécialistes qui leur emboîtent le pas pour un mouvement de grève débuté à la veille de Noël. Dans le collimateur des médecins, certains éléments du projet de loi santé de Marisol Touraine. Les médecins de la maison médicale de Montigny, le Bretonneux, étaient mobilisés. Au retour des vacances, les médecins ont cessé leur grève, mais boycottent la carte vitale. Et c'est sur ces dernières informations que se referme notre rétro 2014. Voilà, et pour une dernière fois en cette fin de semaine, nous sommes allés vous demander quelles sont vos bonnes résolutions pour 2015. Voici vos réponses. Que ça soit mieux que le 2014 où je n'ai pas à me plaindre. Donc voilà, un peu de vacances, un peu de beau temps, les saisons. Rester en forme. Gagner au loto. Et aider tous ceux qui sont dans la rue. Trouver un logement. Voilà. Profiter de la vie un peu plus, être plus relax avec les enfants et voyager aussi si possible. Enfin, juste des choses positives. Pour mes enfants surtout, ne pas avoir de problème dans leur travail, entre autres. Moi, manger pour 2015, parce que et puis pour être plus détendu et être plus cool avec les autres et avec moi-même, quoi. Peut-être essayer d'arrêter de fumer, je pense, comme la plupart des Français. Je me suis dit que j'allais pas tenir de résolution, parce que c'est souvent dur de les tenir, et il se passe tellement d'imprévus dans la vie que c'est dur de tenir comme ça une ligne de conduite de résolution. Donc je préfère pas en avoir cette année. Voilà, ne pas avoir de résolution, c'est peut-être la meilleure façon de la tenir. Allez, retour avant de se quitter sur deux informations de cette semaine écoulée. Nous apprenions lundi le décès de Jean-Pierre Beltoise, ancien pilote de Formule 1, qui depuis sa retraite s'était installé dans les Yvelines avec un circuit qui porte son nom à Trappes. 86 Grands Prix de Formule 1, 8 podiums dont le mythique succès à Monaco en 1972 sous une pluie battante. Pilote à l'aise partout, 11 fois champion de France de moto, 14 participations, 24 heures du Mans. Jean-Pierre Beltoise aime la compétition par-dessus tout et les qualités de trajectoire.
Jean-Pierre a été le premier qui a redonné un certain lustre au sport automobile français et qui a entraîné dans la foulée d'abord une revalorisation du sport automobile qui était un peu tombé en désuétude en France. Et une réussite qui inspire de nombreux pilotes comme Arnoux, Jabouille ou encore Prost. Après sa carrière, il a consacré la suite de sa vie à la sécurité des pilotes, développe des stages de prévention notamment au circuit qui portait son nom à Trappes avec sa méthode Conduire juste. Si vous voulez, ça ne m'intéresse pas du tout de faire des circuits pour faire plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des circuits pour qu'un jour, le gouvernement et les responsables des boîtes disent « mais effectivement, avec le système mis au point par Jean-Pierre Beltoise et Conduire juste, on réduit de moitié ou des 2/3 ou des 3/4 des accidents de la route ». Très proche de son personnel ici à Trappes, parce que la plupart des gens qui ont collaboré avec lui l'ont fait et le font depuis quasiment l'origine, c'est-à-dire pour la majorité de nos collaborateurs, c'est plus de 20 ans. Jean-Pierre Beltoise est décédé à l'âge de 77 ans après 2 accidents cardiovasculaires à Dakar. Et puis dans l'actualité de cette semaine également, les enseignants du collège Philippe de Champaigne étaient en grève jeudi pour protester contre la sortie de leur établissement scolaire des réseaux d'éducation prioritaire, les REP. Ils se sont rassemblés aux alentours de l'établissement pour informer les habitants du Mesnil-Saint-Denis, mais également de la Verrière, puisque les élèves de cette commune sont scolarisés dans cet établissement. Mélanie Poquet. Ils ne décolèrent pas. Les enseignants du collège Philippe de Champaigne n'ont pas assuré les cours aujourd'hui. 3 semaines après l'annonce de la ministre de l'Éducation, c'est l'incompréhension qui domine. On ne la comprend pas, d'autant plus que ce qui nous fait mal au cœur, c'est qu'elle est justifiée par le fait que, elle est entre autres justifiée par le fait que nos résultats s'améliorent et que notre collège fonctionne. La perte des moyens, ça va être des moyens d'horaire, des moyens humains aussi en termes d'encadrement. Principalement, c'est-à-dire que la perte des moyens horaires peut aussi impacter sur les effectifs de classe. L'établissement Philippe de Champaigne, c'est 427 élèves répartis dans 17 classes. Les collégiens viennent principalement de la ville du Mesnil et de la Verrière. Ce journal du vendredi 9 janvier maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information locale en direct, ce sera lundi à 18h. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Une dernière pensée évidemment avant de clôturer ce journal aux proches et aux victimes des victimes de la fusillade de Charlie Hebdo. Et je vous rappelle ce rassemblement dimanche à 15h, place de la République, pour défendre la liberté d'expression. Je vous souhaite un excellent week-end.